Bonsoir à tous. Donc on va accueillir les derniers participants. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette table ronde sur le Liban. Donc on présume que vous êtes tous ici des amis du Liban. Mais en même temps, on va en parler sur un mode quand même à la fois grave, mais on voudrait pas seulement grave. Voilà. En tout cas, le thème qui nous était proposé ce soir, c'est Liban. Quel futur pour un pays en ruine ? Et pour en parler avec vous, on va beaucoup écouter vos questions ce soir. Donc nous avons 3 invités. Pour commencer, le père Salim Dakash, qui est là, devant vous, que nous sommes très, très heureux de recevoir parce qu'il vient directement du Liban. Il est le recteur de l'université Saint-Joseph, l'université jésuite de Beyrouth. Et il est aussi président de l'association des universités du Liban. Et l'université Saint-Joseph, je précise, est partenaire de cette table ronde. Et c'est pour ça qu'il est là ce soir en personne. Donc il va nous parler évidemment et beaucoup en premier lieu de la situation de l'enseignement au Liban. Vous savez tous que l'enseignement au Liban a été une pépite, un pilier du Liban. Et voilà, il va nous dire quelle est la situation actuelle et comment se dessine l'avenir sur ce plan-là. Avec nous également, mais à distance, non pas du Liban comme je le croyais, mais depuis la France. En même temps, ça simplifiera peut-être nos échanges. Antoine Fleffel, est-ce que vous le voyez peut-être ? Vous allez le voir en tout cas sur votre écran. Bonsoir Antoine. Toi aussi, on est très très heureux de pouvoir t'entendre ce soir. Mais bon, je vais repasser au vouvoiement, ça sera plus simple. Vous êtes le directeur de l'Institut chrétien d'Orient, qui vient d'être créé à Paris. Vous allez nous en parler ce soir et nous dire quel rôle peut avoir cet institut dans la période actuelle. Et vous êtes aussi libanais, donc très 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 bon connaisseur de ce pays et même de toute la région. Et puis enfin, Farouk Attig, bienvenue. Merci beaucoup d'être venu et de nous apporter vos éclairages. Donc Farouk Attig est grand reporter et spécialiste du monde arabo-musulman. Il me l'a dit tout à l'heure, il va au Liban dès que ça lui est possible et il connaît bien aussi toute la région. Donc lui, il pourra aussi nous donner un éclairage plus régional sur la crise actuelle et puis aussi sur les solutions que nous recherchons tous en ce moment. Voilà. Donc vous savez, ce titre qui nous a été proposé dit bien la gravité de la situation actuelle. Le Liban est entré depuis au moins 2 ans, on pourrait dire. C'est difficile de trouver vraiment un point de départ, mais peut-être le début des manifestations en octobre 2019. Le Liban est entré dans une période de crise, de turbulences graves. Alors, à la fois avec une crise politique et sociale, avec ces manifestations, une crise économique et financière qui ne fait que s'empirer, et puis désormais une crise qui touche à peu près tous les aspects de la vie quotidienne des Libanais. On a l'impression, et je trouve que c'est difficile pour nous depuis la France, d'assister chaque mois ou même parfois chaque semaine à un effondrement dont on ne voit pas trop le bout. Je ne sais plus, moi je me souviens, donc comme journaliste à la Croix, je me souviens au début on entendait les difficultés des Libanais à trouver du lait en poudre pour leurs enfants. Puis après on entendait que les mères de famille ne pouvaient plus acheter des céréales pour le petit déjeuner. Enfin, ça existe toujours, mais elles n'ont plus les moyens de le faire. On entendait les nouvelles sur la livre libanaise qui se dévalue d'une manière apocalyptique face au dollar. Après, c'est très trivial, mais moi, ce qui m'a marqué, c'était d'entendre que certaines Libanaises avaient des difficultés à acheter des serviettes hygiéniques. Et puis aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est l'impossibilité de beaucoup de Libanais d'accéder à l'électricité et à l'essence. Et on voit des files d'attente immenses devant les stations-service et on en est effaré. On a du mal à comprendre comment la situation a pu se dégrader aussi vite. Et je trouve que il y a la difficulté à comprendre et puis il y a aussi la difficulté d'assister à cette espèce de glissade qui semble sans fin à distance et de ne pas trop savoir
quoi faire et comment réagir, à part envoyer des petits messages de solidarité aux Libanais qu'on connaît. Voilà. Et puis en plus, évidemment, c'est rajouté, et ça vous avez dû tous en entendre parler, l'explosion qui s'est produite au port de Beyrouth le 4 août l'année dernière. Donc une explosion extrêmement dramatique pour tous les habitants qui vivaient autour. Et qui a, je trouve, mais sans doute que nos intervenants nous en parleront aussi, je trouve qu'elle a évidemment détruit les immeubles, il y a eu beaucoup de destruction matérielle, mais il y a eu comme un espèce d'effet de souffle aussi sur le moral des Libanais. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'on entend aussi beaucoup de la part du Liban, ce sont tous ces Libanais qui quittent leur pays, souvent des gens qui sont formés, diplômés, qui parlent une langue étrangère, beaucoup d'étudiants qui partent et dont on ne sait pas trop s'ils vont revenir ou quand. Voilà, donc ça c'était une courte introduction pour vous dire un peu le tableau tel qu'il se dessine aujourd'hui, tel que nous l'entendons, nous le lisons dans les journaux. Donc encore une fois, on ne voudrait pas ce soir simplement décrire la situation, mais aussi chercher les pistes. Qu'est-ce qui peut être imaginé? Quelles sont les solutions pour que le Liban s'en sorte, même si on peut se douter que ça prendra du temps? Au moins essayer d'imaginer quel pourrait être le futur pour ce pays aujourd'hui en ruine, mais qui ne le sera pas toujours. Peut-être que Père, on peut commencer avec vous, Père Salim Dakash, donc recteur de l'Université Saint-Joseph. Je trouve que cette porte d'entrée de l'enseignement supérieur, mais vous allez pouvoir aussi nous parler de l'enseignement primaire, est une bonne entrée en matière pour nous dire, voilà, à la fois les difficultés quotidiennes que vous rencontrez dans votre université, alors que les étudiants ont du mal à se connecter, à avoir de l'électricité pour charger leur ordinateur, à venir à l'université, à trouver de l'essence pour venir. Et en même temps, qu'est-ce que vous imaginez, vous aussi, pour la suite? De quoi le Liban a besoin? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme recteur d'une université, pour préparer la suite? Merci de cette belle introduction qui a bien décrit la situation. Je voudrais dire merci aux autorités de la région ici d'avoir consacré ce panel au Liban et d'avoir invité l'Université Saint-Joseph de Beyrouth à être partenaire de ce. Voilà. Pour compléter un peu, disons, cette scène, disons, qui n'est pas très, très jolie, je dirais qu'en plus de cela, oui, en plus de la crise politique, 13 mois pour former un gouvernement, quand même. Et avant, il y avait des pannes dans la marche des institutions politiques et ce n'est pas terminé, malheureusement. Il y a aussi, disons, la crise économique financière, une livre libanaise qui est au plus bas. 85%, elle a perdu de sa valeur, malheureusement, par rapport au dollar américain. Et même, on n'arrive pas, disons, à trouver de la monnaie libanaise, cash. Parce que la banque centrale fait des restrictions. Monsieur l'ambassadeur, il faudrait que je vous salue, l'ambassadeur du Liban qui est là, monsieur Amir Adouane. Donc, la Banque du Liban a une politique très restrictive aussi. Par exemple, si je dois payer mes employés, les 2000 employés de l'université et de l'hôpital, parce que nous avons un CHU assez important aussi, l'Hôtel de France, il faut que que les services chez nous envoient, disons, du cash aux banques pour qu'elles payent les employés. Vous voyez jusqu'à quel point, disons, on est dans une situation vraiment de panne totale au niveau aussi économique et bien sûr, disons... l'effondrement, il a ses causes. L'une des causes principales, à mon avis, personnellement, c'est le clientélisme dans lequel, disons, les politiciens se sont plongés et se sont répartis l'État en petits morceaux. Et puis à la fin, il fallait, pendant des années et des années, moi je sentais la chose parce que depuis 2011, il y avait de plus en plus des demandes de bourse. Nous avons 50% de nos étudiants aujourd'hui qui vivent de bourses d'étudiants pour pouvoir continuer leurs études.
Donc, c'était clair que, disons, cette situation dans laquelle aujourd'hui nous vivons était déjà, disons, se préparait depuis 2011, 12, 13, où les familles demandaient de plus en plus de l'aide pour pouvoir, disons, scolariser leurs enfants. Voilà, le clientélisme, vraiment, c'est une plaie, une réelle plaie, et qui est liée à ce qu'on appelle le confessionnalisme politique. C'est-à-dire chaque, disons, politicien se porte comme le porte-parole de sa communauté religieuse. Et ça, justement, c'est ce dont Antoine Fleffel nous parlera après. Il a accepté de nous expliquer cette particularité du Liban. Donc, je passe là-dessus. Compliqué. Voilà, et j'en viens, disons, à l'enseignement. L'enseignement, au Liban, et l'éducation, c'est comme vous avez dit, c'est un pilier, c'est une richesse capitale pour le Liban. Vous voyez, l'éducation et le Liban, c'est pas deux, c'est un. Il faut savoir que le Liban, s'il existe, et s'il a existé en 1920, nous célébrons le centenaire, c'est parce que l'université a précédé, et c'est elle, pas simplement dans l'université Saint-Joseph, mais il y a l'EUBI, il y a l'EU, et l'éducation en général, l'éducation scolaire, ont préparé cette fondation du Liban moderne. Donc nous sommes un peu, disons, responsables en tant que l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'American University of Beirut aussi, la LAU, Lebanese American University, de ce Liban qui existe. On est, disons, on tient à ce que ce Liban ne perde pas son âme et reprenne quand même le souffle pour continuer à vivre. Alors, ce que j'ai fait, par exemple, là, tout dernièrement, on devait rentrer le 1er septembre. Alors, mais le 1er septembre, c'était un moment vraiment très difficile pour les Libanais et pour les étudiants et pour les enseignants. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de mazout pour faire fonctionner l'université, les générateurs, parce que imaginez que l'université vit, et le pays aussi, avec 2 heures de secteur, de ce qu'on appelle l'électricité de la ville, et 22 heures, ou parfois plus, sur les générateurs qui sont la propriété des gens. Voyez, ou voilà. Oui, pour que les plus jeunes comprennent, c'est comme si, en plus de EDF, il fallait s'acheter un générateur et le faire fonctionner avec son argent à soi. Voilà, donc on paye EDF. Et l'alimenter aussi avec le mazout qui est très cher, qui devient de plus en plus cher. Donc moi j'ai dit aux gens chez moi, aux vice-recteurs et aux doyens, pas question de ne pas, disons, lancer l'année, le 1er. C'est une décision qu'on a prise en juillet, on va se lancer. Sinon, on donne un mauvais signal à nos étudiants, à nos enseignants, et tout le monde va dire, voilà, si l'université Saint-Joseph n'a pas commencé, ça signifie qu'il y a quelque chose de très grave, très, très grave qui va se passer. Donc, on va commencer l'année, et nous avons commencé l'année, Dieu merci. Aujourd'hui, l'année est lancée. Même, disons, j'ai constaté, malgré la migration de beaucoup de jeunes, il y a des classes vraiment tout entières, chez les frères maristes, par exemple, parce qu'il y a un collège des frères maristes, ou bien même chez nous, au collège de Jamhour, il y a des classes où les 2/3 ont migré vers d'autres cieux. Et surtout, disons, la France, malheureusement. Généralement, la France prenait 3 000, peut-être, monsieur l'ambassadeur, annuellement. Là, maintenant, on est à 7 000 par année. Étudiants. C'est que, disons, voilà, les gens fuient leur pays, malheureusement, parce qu'il y a, en plus de toutes ces crises, si je peux dire, il y a une crise morale, il y a une crise psychologique aussi. Rien que chez nous, à l'université, on a dû tripler le nombre de psychologues pour suivre les enseignants et les gens de l'administration et surtout des étudiants. Parce qu'il y a de graves situations qui se sont... et n'oubliez pas que pendant 2 années, nous avons vécu aussi comme vous, la crise de la pandémie et qui nous a obligés à opter pour un enseignement en ligne avec une isolation totale pendant des mois et des mois. Donc les gens étaient très fatigués et est venue, disons, cette crise maintenant, disons, financière et économique, et du coup, les gens n'arrivent pas à tenir et il leur faut vraiment un appui spirituel, si je peux dire, mais aussi psychologique, et il faut malgré tout et en tout moment, que le recteur, que les responsables aient un large sourire pour dire que ça va.
Mais en fait, ça ne va pas toujours. Et même, disons, nous, on fait partie de cette population. Et nous vivons aussi l'effondrement. C'est ça le mot que vous avez utilisé. C'est un effondrement malheureux qui a laissé ses empreintes et ses marques, mauvaises marques sur l'état psychologique de chacun. Mais on se dit, voilà, on va donner quand même des signes d'espoir. Et des signes aussi de solidarité. Et je pense qu'on commence par là, disons, pour vraiment, disons, dire, voilà, quelles sont les solutions. Disons, la société chez nous a été toujours le point de départ de cette solidarité. Ce n'était pas l'État. Oui, donc déjà, le premier signe, c'est d'ouvrir, maintenir la rentrée le 1er septembre et de renforcer la solidarité. De ne pas refuser aucun étudiant qui peut faire ses études chez nous. Voilà. Donc ça veut dire que vous distribuez plus de bourses? Voilà, bien sûr, on est au-delà de 50% des étudiants. C'est un bon paquet, je pense, de quelque chose comme 25 millions de dollars américains, ça fait peut-être 20 millions d'euros, qui sont consacrés pour les étudiants. Il y a d'autres universités, comme l'université américaine, qui a plus de moyens que nous, qui consacrent plus de fonds à cet effet. Notre université, c'est à peu près 13 000 étudiants, 12 000, 13 000. Mais avec l'émigration, il y a eu moins. Cette année, il y a eu un départ de certains, surtout de la faculté de médecine, parce qu'on a une bonne faculté de médecine qui a été fondée en 1883, qui ont migré vers la Belgique. La Belgique les a. Et la crise, bon, la migration, ce sont des enseignants aussi qui quittent. Chez nous, ce sont des non-cadrés, les vacataires qui, en large nombre, 30% peut-être de nos vacataires ont disparu de la circulation. On a dû les remplacer à... Et puis, mais pour les cadrés, il y a eu une dizaine sur 400, Dieu merci. Ça signifie que quand même, disons, voilà, ce troisième élément très fort chez nous, dans notre université, c'est le sentiment d'appartenance. Et qui appartient à l'université, appartient au Liban pour nous. Voilà, appartient à la citoyenneté. C'est ça, disons, les mots d'ordre, disons, qui nous motivent aujourd'hui. Voilà, il faut être convaincu que vraiment, disons, nos décisions sont les bonnes décisions pour ouvrir, pour continuer, pour vivre et survivre. Et il faut de la solidarité. Cette solidarité, c'est pas simplement, disons, nous qui donnons, mais derrière nous, il y a quand même, disons, des dizaines de Libanais, de la diaspora, des anciens de l'université. Nous avons à peu près 70 000 anciens vivants aujourd'hui, donc ils nous aident beaucoup. Dont l'ambassadeur qui est ici. Voilà, tout à fait. Et puis la solidarité. Antoine aussi. Oui, Antoine aussi, voilà. On est en famille, là. D'accord, merci beaucoup, Père. Donc, ce que vous nous dites déjà, pour commencer, c'est comment est-ce que vous avez tenu pour cette année pour Alors, je complète par dire, très brièvement, c'est que les autres universités ont fait le pas aussi, ont ouvert leurs portes, on s'est mis d'accord, comme je suis président de l'association, que tout le monde va ouvrir le premier, et autant qui était déjà, disons, fixé. Donc comme ça, disons, vraiment, on a donné un souffle, parce que l'éducation, ça préexiste avant le Liban, vous voyez, et c'est elle qui a fait le Liban, donc cette éducation est très responsable. Alors le seul point noir, si je peux dire, c'est l'université libanaise publique, qui manque de beaucoup de moyens, et les enseignants ont fait grève, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour arriver. Nous, on a donné... On a haussé les salaires, on a donné des avantages, etc., pour justement, disons, attirer les enseignants à venir et à faire leur travail. Mais à l'université libanaise, ce n'est pas le cas. Quand même, c'est 60 000, 70 000 étudiants qui se retrouvent un peu, disons, dans la rue aujourd'hui, avec l'enseignement public scolaire, qui est à peu près, disons, le tiers de l'ensemble, aussi, qui n'a pas ouvert ses portes, tandis que le privé, généralement, a ouvert ses portes, surtout, disons, les écoles catholiques et les écoles chrétiennes généralement, même les écoles des réseaux musulmans ont ouvert leurs portes. Mais malheureusement, le public aussi, parce que le plus touché, en fait, dans cette crise, c'est, disons, c'est l'État lui-même et les employés qui n'arrivent pas, les fonctionnaires de l'État, y compris les enseignants qui n'ont pas les moyens, vraiment, disons, pour avancer. Voilà. Merci beaucoup, Père, de ce tableau, enfin, voilà, à la fois très sombre et puis en même temps de ce que vous nous dites sur le signal que vous avez tenu à envoyer dans cette situation extrêmement dure d'ouvrir quand même le 1er septembre.
Et on comprend l'importance que ce signal peut avoir dans un pays dans lequel voilà, tous les pans, les uns après les autres, s'effondrent. Antoine Fleffel, on va vous entendre maintenant. Je vous ai demandé, si vous étiez d'accord, de commencer par nous expliquer cette particularité du Liban. Je ne sais pas si le monde entier lui envie. Là, peut-être en ce moment, je n'en suis pas sûre. Qui est ce lien confessionnel très fort et qui est même reconnu, en fait, qui conditionne vraiment la vie des Libanais, la vie publique des Libanais. Donc je vous ai demandé de nous expliquer un peu comment ce lien confessionnel aujourd'hui est mis à l'épreuve par cette crise. Est-ce que les Libanais rejettent, en ont assez de la confessionnalisation, ou au contraire, est-ce que dans une période d'adversité, quand on est au chômage, quand on a du mal à aller à l'hôpital, quand on n'a pas de quoi faire manger ses enfants, est-ce qu'on se replie vers sa communauté? Donc quel effet la crise a sur la confessionnalisation au Liban? Et puis aussi, pareil, avec vous, on essaiera d'imaginer ce que peut être l'avenir, bien sûr. Bonjour Anne-Bénédicte, merci beaucoup de m'accueillir. À vrai dire, je préfère le tutoiement, ça correspond beaucoup plus à la réalité de notre amitié. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Voilà, je salue tous les présents et je suis fort navré de ne pas pouvoir être, pour des raisons pratiques, présent parmi vous, mais le cœur y est. Je tiens d'emblée à préciser que mon point de vue n'est pas neutre, car dans certaines situations, la neutralité relève du crime. Mon point de vue est très situé, je suis franco-libanais, mais je parle surtout ici en tant que Libanais chrétien, membre d'une diaspora, qui a montré et prouvé son insertion dans plusieurs pays, dont la France, et donc c'est à partir de cette perspective que je parle. Néanmoins, l'universitaire que je suis peut ne pas être neutre, peut être situé, tout en disant des choses sensées et pertinentes. Voilà, maintenant que cette introduction méthodologique est faite, je voudrais répondre à ta question, Anne-Bénédicte, ou à tes deux questions, en les inscrivant dans une pensée beaucoup plus globale qui nous permette de comprendre vraiment le nœud du problème et éventuellement d'y voir un peu dans l'avenir. Car pour trouver une solution, il faut déjà comprendre le problème. Je voudrais bien sûr exposer une partie de ce problème, mais les éléments les plus saillants, et puis faire part aussi d'une réflexion d'avenir qui est de plus en plus partagée aujourd'hui dans la communauté chrétienne, mais même au-delà. Je commence à dire que l'impact de la crise actuelle sur la chose communautaire au Liban est radical, car cette crise actuelle touche à l'essence même de ce pays, l'essence même de ce pays qu'on dénomme une essence confessionnelle, c'est-à-dire que le pouvoir est réparti à parité entre chrétiens et musulmans. Mais cela ne veut pas dire que la balance tient à l'équilibre. Les facteurs internes, régionaux et internationaux compromettent parfois l'équilibre de cette balance, ce qui est le cas aujourd'hui, et ça l'est certainement au désavantage des chrétiens. Donc la crise actuelle touche à l'essence même de ce pays, conçu à partir de ce régime confessionnel comme un espace commun, où chrétiens et musulmans peuvent vivre ensemble une expérience unique de liberté et d'égalité, dans le cadre d'une volonté de vivre ensemble. C'est l'essence de l'idée du Liban. Et l'acte fondateur, d'ailleurs, de ce Liban moderne, que l'on connaît depuis un siècle, n'est autre que le pacte national, qui a été établi entre les chrétiens et les musulmans, où les chrétiens ont dit « nous ne regardons plus vers l'Occident comme soutien et comme protecteur », et les musulmans ont dit « nous ne regardons pas vers le monde arabe comme étant la nation ou l'étendue à laquelle on veut appartenir ». C'était le pacte entre les chrétiens et les musulmans. Le Liban a été présenté comme un laboratoire de convivialité. Cette expression est devenue cacophonique au bout d'un moment, même si elle est très noble et même si les références les meilleures en ont parlé. Je pense à la France, je pense à la papauté,
Oui, un laboratoire de convivialité pour montrer à tout le monde que les chrétiens et les musulmans sont capables de faire un pays, sont capables de viser la citoyenneté, sont capables de créer un espace laïque commun où chacun peut déployer sa personnalité propre, sa culture propre, dans la perspective d'enrichir l'autre et de bâtir avec lui un pays commun, un destin commun. Alors, plût à Dieu, cette expérience a échoué, et elle a échoué lamentablement. Et la première question que l'on devrait se poser, avant de commencer à envisager les solutions, c'est pourquoi a-t-on échoué? Vous avez certainement évoqué beaucoup d'éléments, toi-même, Anne-Bénédicte, et le père recteur. Mais permettez-moi juste de lister ces facteurs déterminants de l'effondrement libanais. On parle de la corruption, ce n'est plus un refrain, c'est une antienne. Sauf que cette corruption, elle est endémique et elle précède le Liban. On la trouve dans l'Empire ottoman, et à chaque fois que les pouvoirs occidentaux discutaient avec l'Empire ottoman, l'une de leurs premières conditions, c'était la réforme. Le clientélisme, le père Dakkaj l'a évoqué, la mentalité tribale, nous n'en sommes toujours pas sortis. Une mentalité tribale, une mentalité féodale, une mentalité du leader qui a toujours raison contre tous les autres. Est-ce que tu peux donner des exemples, Antoine, pour incarner ton propos? On a beaucoup de jeunes publics et on est très heureux d'accueillir ces jeunes ce soir. Pour dire concrètement, par exemple, par quoi ça se manifeste? La mentalité tribale se manifeste par la dislocation du lien national, par la dislocation du lien avec le pays. Au lieu que ma citoyenneté soit une citoyenneté déployée au Liban, s'inscrivant dans le cadre du Liban, non, mon appartenance à ce pays passe par le féodal auquel j'appartiens, par le chef politique que je considère comme l'incarnation du bien, par le chef religieux qui parle en mon nom et qui me donne la vision. Mais le problème, c'est qu'il existe plusieurs tribus au Liban, il existe plusieurs fermes, pour reprendre les expressions qu'on utilise sur place, et ces appartenances qui sont de nature confessionnelle, qui sont de nature régionale, qui sont de nature politique, empêchent l'appartenance au pays. Car de toute façon, elles sont en contradiction avec lui, parce qu'elles se constituent en réalité politique locale, qui empêche l'état de droit de se développer, un état de justice et un état de citoyenneté. Alors peut-être que on peut te demander, c'est est-ce que ce constat d'échec que toi tu poses, est-ce qu'il est partagé au Liban? Est-ce que aujourd'hui les Libanais se disent, dans leur majorité, évidemment on ne peut pas avoir l'avis de tout le monde, mais dans leur majorité, est-ce qu'ils font ce même lien que tu fais entre la confessionnalisation et la crise, et ils n'en veulent plus, ou est-ce qu'au contraire, il se replie vers ce chef? Ah bien sûr, quand il y a la peur, il y a un repli. Et c'est le problème, c'est-à-dire que les Libanais, durant la révolution qui a eu lieu il y a 2 ans, ont espéré un mouvement citoyen, laïque, jeune, visant un nouveau souffle au Liban. Mais cela a échoué, car la corruption et l'état d'effondrement du Liban étaient quelque chose qui dépassait les demandes légitimes des gens, des jeunes, de la sécurité, de l'avenir, du travail, une économie, une reconnaissance des droits de l'homme, la liberté de conscience, toutes ces choses-là. Mais permets-moi, s'il te plaît, Anne-Bénédicte, de poursuivre. Donc, le constat de l'échec, la corruption, le clientélisme, la mentalité tribale, mais il y a aussi des facteurs qui dépassent le Liban. Car si j'évoque ici le problème intérieur au Liban, n'oublions pas que le Liban, depuis plusieurs millénaires, du fait de sa situation géographique, est un État tampon, toujours situé entre de grands empires, l'empire babylonien, l'empire égyptien, les États-Unis, l'Union soviétique, et aujourd'hui, toutes les grandes puissances qui régissent ce monde. Donc un État tampon qui est entre toutes ces grandes puissances, qui est inscrit dans la région et qui subit toutes les tensions de la région. Et elles ne sont pas des moindres. Pensez au conflit israélo-palestinien, pensez à la Turquie, pensez à l'Iran, pensez à la Syrie, pensez à tout ce que nous connaissons. Effectivement, et simplement, c'est exactement ce dont nous parlera juste après toi, Farouk Attig, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier cette dimension internationale qui est extrêmement importante dans la crise. Tout à fait. Et tout cela est particulièrement triste. Mais l'échec le plus cuisant dans tout cela
est celui de l'idée même du Liban en tant que pays permettant à ces minorités religieuses de vivre librement. Alors, pour comprendre vraiment ce malaise, et je voudrais parler surtout du point de vue chrétien, mais tous les autres points de vue sont légitimes aussi, donc toutes les communautés vivent un malaise, mais je voudrais parler de l'aspiration des chrétiens, car l'idée même de la création du Liban dépend d'eux. Et pourquoi les chrétiens ont-ils voulu créer ce Liban? Car ces chrétiens, depuis le 19e siècle, aspiraient à la liberté, étant donné qu'ils vivaient dans des situations qui leur étaient défavorables sous le joug ottoman. Ils ont aspiré à la liberté au 19e siècle, ils y ont aspiré au 20e siècle. Et pourquoi y aspiraient-ils? Car leur foi les pousse à cette liberté. La foi des chrétiens les pousse à une incarnation dans la société. Et lorsqu'ils ont incarné leur foi dans la société, cela a donné des choses qu'a évoqué le père Dakash maintenant, l'éducation, cela a donné les hôpitaux, cela a donné l'idée d'une liberté, cela a donné des idéologies comme le nationalisme arabe qu'ils ont délaissé au Liban lorsqu'il a pris une tournure islamiste pour créer le nationalisme liberté. Ils ont joué plusieurs rôles sur le plan de la culture, de l'économie, de l'ouverture. Et quel rôle ils peuvent jouer aujourd'hui dans cette crise? Parce que effectivement, le Liban a une histoire extrêmement riche et dans laquelle on sait que les chrétiens ont joué un rôle très important, évidemment fondateur. Mais aujourd'hui, pour parler de aujourd'hui et de l'avenir, quel rôle tu penses qu'ils doivent tenir pour aider le pays à sortir de cette crise ou de cet état de ruine dont on parle ce soir? Aujourd'hui, ils se trouvent face à une impasse. Et comment sortir de cette impasse? Plusieurs chemins sont proposés. Il y a l'un des chemins les plus classiques qui consiste à maintenir le statu quo. Ce statu quo qui est en train de vider de plus en plus le Liban de ses forces vives, de toutes les communautés et surtout de la communauté chrétienne. Les chiffres qu'évoquait tout à l'heure le recteur de l'USJ sont très éloquents sur la question. Ça, c'est la première solution, maintenir le statu quo. Une autre solution aujourd'hui, qui circule de plus en plus, est celle de réfléchir autour des conditions qui permettraient à la communauté chrétienne de demeurer dans sa dynamique. Et cette solution, à mon sens, il faut la trouver dans deux endroits, auprès de la communauté qui est sur place et qui fait énormément de choses. Moi, j'appelle ça des actes de résistance. Ouvrir aujourd'hui l'université dans cette situation apocalyptique est un acte de résistance. Croire encore à l'avenir est un acte de résistance. Réfléchir, publier un ouvrage est un acte de résistance. Et beaucoup des actes de solidarité se font sur place. Et je crois que l'autre partenaire pour faire cela est celui qui est dans la diaspora. Je n'envisage pas un avenir et une solution pour le Liban sans conjuguer les efforts de ceux qui sont sur place et ceux qui sont ici. Et pour ce faire, il y a plusieurs idées qui circulent, des idées pratiques qui sont proposées aujourd'hui. Et l'une des propositions clés qu'on fait est celle d'une décentralisation qui permette aux chrétiens de respirer. Et la forme la plus évoquée de cette décentralisation poussée est celle d'un fédéralisme contextuel. Un fédéralisme contextuel qui serait d'essence laïque et de nature culturelle, qui permettrait aux chrétiens de pouvoir s'épanouir dans un moule civilisationnel qui répondent à leurs aspirations collectives les plus profondes. Car aujourd'hui, on constate avec l'effondrement du Liban qu'il y a plusieurs projets du Liban pour le Liban. Des projets qui existent d'une manière différente dans les différentes communautés. On ne parle plus de la même chose. Alors ça, pour le coup, je peux dire que j'étais frappée de ça. La dernière fois que j'y suis allée en reportage, c'est que j'avais vraiment l'impression, en passant d'une rue à l'autre ou d'un quartier à l'autre, de passer d'un... J'avais pas l'impression d'être dans d'un pays à l'autre, voilà. Et puis j'arrêtais pas de dire aux gens, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas parler pourquoi vous traversez pas la frontière de votre quartier pour aller dire ce que vous pensez de l'autre côté, voilà. Ça, je trouve que c'est extrêmement frappant pour nous quand on va au Liban de voir à quel point certaines communautés ou à certains endroits vivent non seulement de manière séparée, mais même avec des idées extrêmement éloignées les unes des autres. Merci beaucoup. On constate bien, Anne-Bénédicte, qu'il y a une différence de vision de l'homme, de la politique, de la culture. Donc, vaut mieux que chacun puisse s'épanouir dans sa vision afin de pouvoir aller échanger avec l'autre d'une manière authentique et entière.
Il faut que vous preniez votre... Oui, il faut que vous preniez votre micro, père. En fait, Antoine, c'est juste pour dire que même à l'intérieur des chrétiens, tout le monde n'a pas la même vision. Oui. Et Antoine, peut-être que c'est ce que... tout à fait, c'est tout à fait... C'est là la complexité. C'est tout à fait permis. C'est deux Libanais, trois opinions. Oui, mais je voudrais dire une chose, c'est que le Liban a vécu une guerre de 1975 jusqu'en 1990, 1991, et ça a été vraiment fatal pour tout ce qui est espace public. Avant 1975, les espaces publics libanais étaient nombreux, au niveau culturel, au niveau humain, au niveau géographique. Il y avait Sahat al-Shuhada, la place des martyrs, où tout le monde se retrouvait. Et il y avait aussi l'économie, des lieux économiques où on se retrouvait. Voilà, ça c'est un élément, je pense, important à retenir. Et à la fin de cette guerre, ces espaces ont été vraiment réduits au plus simple. Il n'y avait plus, disons, d'espace public où chrétiens et musulmans, même, disons, laïcs, même des gens athées, pouvaient avoir, disons, leur place. C'est ça le problème, disons, dont parle Antoine et qui est tout à fait, je pense, utile à faire remarquer. C'est qu'aujourd'hui, disons, le fait qu'il n'y a plus de place publique, ça a fait, disons, des séparations. Oui, on en voit les effets quelques années plus tard. Et ça mène aussi à une pensée politique, je ne veux pas dire séparatiste, mais disons je pensais fédéraliste. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Mais je suis sûre que ça va ouvrir le débat et qu'il y aura des questions dans la salle à propos de ce que tu nous as suggéré à la fin comme piste. Donc la décentralisation poussée et même éventuellement le fédéralisme, donc une forme effectivement de séparation plus poussée entre communautés. Dans les accords qui ont eu lieu après, disons, la guerre civile en 1990, il y avait quand même, disons, des possibilités réelles et puis, disons, un texte qui parlait de cette décentralisation, mais qui n'a jamais eu lieu d'une façon claire et nette. Ça, donc on comprend que certains aient envie de relancer ça. Voilà. Maintenant, on va vous écouter, vous, Farouk Atig. Donc, je redis, vous êtes journaliste, grand reporter et spécialiste du monde arabo-musulman. Antoine l'a esquissé dans son propos. On ne peut pas penser ni la crise ni l'avenir du Liban sans ses voisins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous voyez aujourd'hui en allant travailler comme journaliste dans la région? Enfin, en quoi les pays voisins jouent un rôle dans cette crise? Est-ce qu'ils sont le problème ou est-ce qu'ils sont la solution? Qui sont un peu les deux, en fait. Ils sont un peu le problème et la solution. Je voudrais juste d'abord réagir à ce que vient de dire Antoine Fleyen, qui est très intéressant par rapport à cette idée du fédéralisme, qui est une vraie question qui se pose maintenant en l'absence de pistes de travail, de pistes de réflexion sur l'avenir du Liban. Après tout, c'est la question qui est posée aussi dans ce forum, à savoir que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fédéralisme est la seule option possible? Je comprends que la communauté chrétienne, qui reste malgré tout minoritaire, elle est 40% à peu près, soit fatiguée de ne pas voir le dossier avancer, le dossier national, le dossier du Liban avancer, et qu'elles se disent, après tout, même si ça fait pas partie du pacte fondateur, de ses prérogatives, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait pour ce Liban? Est-ce que, voilà, on passe pas à une solution à deux ou trois États, entre guillemets, qui pourraient, en tout cas sur les questions de politique intérieure, s'entendre, mais c'est quelque chose de très compliqué quand on sait qu'il y a d'abord au sein même de la communauté musulmane, qui est, je crois, 55% à peu près de la population, il y a des grands écarts idéologiques qui sont immenses. Et là, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. Le Hezbollah, par exemple, on a l'impression qu'on se met des œillères dans la... Oui, alors je resterai prudent. Je sais que monsieur l'ambassadeur forcément va réagir sur cette question-là aussi, mais le Hezbollah, d'année en année, à la faveur de la crise syrienne, et c'est là que je vais un peu évoquer ce que je sais, en tout cas ce que j'en ai pu en voir, s'est renforcé. Il s'est renforcé et il a renforcé son pouvoir là où il y a eu un vacuum de l'État
l'État national qui est là pour répondre aux besoins de sa population n'a pas été en mesure d'y répondre. Et donc, eh bien, on le sait toujours dans des crises ou dans des conflits, on l'a vu dans d'autres conflits dans le monde, dans ces cas-là, eh bien, il y a de la récupération politique et religieuse, en l'occurrence pour l'islam chiite. Donc, le Hezbollah a gagné des points, a réuni ses pions, et voilà. Et on l'a vu d'ailleurs à la faveur de ce qui s'est passé en Syrie. Il y a eu 10 années de crise épouvantable. On a vu que plus le conflit s'enlisait, plus ça devenait difficile pour l'État central de répondre aux besoins de sa population, et plus des crises internes entre chrétiens, musulmans, druzes étaient visibles, et plus la population était exaspérée, voilà. Bon, moi, je voudrais revenir sur ça et dire, par exemple, qu'il faut rappeler aux gens que le Liban a de quoi se montrer fier quand même. A de quoi se montrer très fier, c'est que les années passant, les crises successives se succédant, le Liban est resté droit et a continué avec à peu près 100 ans d'histoire, à être un pays, une nation, dans cette zone tampon que vous évoquiez, qui est particulièrement, c'était Antoine Fellay qui l'évoquait, qui était particulièrement compliquée. Maintenant, face à la crise syrienne, il faut se rappeler que 2 millions de Syriens ont été accueillis au Liban, qui n'a pas demandé des gages pour cela, à la différence par exemple de la Turquie qui en a accueilli 3. 2 millions de Syriens dans un pays où globalement 7 millions d'habitants, ça fait changer la donne sur le plan de la démographie. On n'est plus du tout dans la même dimension. Les pères fondateurs du Liban probablement n'auraient pas accepté alors à juste titre d'ailleurs, que 2 millions de musulmans, disons-le, soient accueillis s'ils avaient su il y a 100 ans qu'une crise majeure mondiale allait se greffer dans l'écriture de l'histoire nationale au point de transformer le Liban d'il y a 100 ans au Liban d'aujourd'hui. Donc c'est fondamental de rappeler que on n'est plus face aux mêmes prérogatives, et je comprends que cette communauté chrétienne qui a été majoritaire à une certaine époque se retrouve complètement exaspérée, mais n'a pas perdu face au pouvoir politique qui a tenté, vous le rappellerez peut-être Antoine Fellay tout à l'heure, n'a pas tenté face à cette division ou cette tentative de division du pouvoir politique qui a espéré, au moment de la crise de 2019 notamment, qui a balayé les rues des plus grandes provinces et de la capitale bien sûr, et les Libanais ont résisté. Les Libanais, peu importe leur confession, ont résisté et ont voulu montrer que malgré cette crise, malgré la tragédie d'il y a 1 an au port de Beyrouth, ils continuaient d'être unis, et qu'il n'était pas question pour eux de se présenter comme Libanais ou chrétiens d'abord, enfin de chrétiens ou musulmans d'abord, mais comme Libanais d'abord. Et je trouve que c'est une belle leçon qui a été donnée, et je le dis, moi je ne suis pas de confession chrétienne, mais je le dis d'autant plus que c'est un mouvement qui est venu d'abord naturellement de la part des chrétiens, il faut le saluer, et, sachant quand même que je le rappelle, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 2 millions de réfugiés syriens et majoritairement sunnites, ceux qui n'ont pas été acceptés par le régime de Bachar al-Assad et qui ont même été pourchassés par lui, ont été accueillis dans un pays qui avait déjà des questions internes à régler, et elles étaient ô combien compliquées. Voilà. Et la présence palestinienne, voilà, il n'y a pas de camp de réfugiés syriens, par exemple, au Liban. Il y a des camps de réfugiés palestiniens, mais il n'y a pas de camp de réfugiés syriens. Et il y a des déplacés, exactement, père. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet d'entrer toujours un peu plus dans la complexité de la situation libanaise et de comprendre à quel point elle est, inextricablement liée aussi à celle des pays qui l'entourent. Merci beaucoup déjà à tous les trois. Pour que vraiment nous vous écoutions, pour que nous vous laissions la parole, nous avons choisi d'écouter vos questions dès maintenant, et on va prendre une première série de 3 questions. En fait, on fera plusieurs allers-retours, donc n'ayez pas peur. Si jamais votre question n'est pas retenue,
là maintenant, il y aura d'autres possibilités après. Et toutes les questions sont bienvenues. Voilà. Soit vous savez directement à qui vous voulez l'adresser, et sinon, moi, je choisirai entre nos intervenants. Moi, je voulais juste demander, le chef d'État, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'était un chrétien ou un musulman? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Ce sera vous, Père. On prend 2 autres questions. Voilà, et puis... traditionnellement, et même c'est passé dans les textes, le chef de l'État est chrétien maronite, le chef du gouvernement, le président du Conseil, est un musulman sunnite, et le speaker du Parlement, le président du Parlement de l'Assemblée nationale, est un musulman chiite. Voilà. Comment ça? Il y a une répartition des rôles. Voilà, tu vois, donc quand on dit la confessionnalisation, elle est à ce point-là ancrée dans les institutions, c'est-à-dire que on accorde des postes à responsabilité aux différentes religions ou confessions. Il faut dire qu'il y a eu, ça c'est le pacte national de 1943 qui a fait, disons, à ce qu'il y ait cette répartition, voilà, entre les 3 communautés. Ça ne signifie pas que les autres communautés sont délaissées, parce qu'il y a au Liban 18 communautés, 19 communautés même, disons, chrétiennes et musulmanes. En fait, il y a eu des périodes où ça n'a pas fait problème. Voilà. Ça a marché, ça a fonctionné. Le Liban vivait des heures de gloire même, et de faste, de richesse. Dans les années 50, par exemple, on comparait facilement le Liban à la Suisse. C'était la Suisse du Proche-Orient. Et je pense... Le SMIC était quelque chose à $3 000 ou $4 000, le SMIC au Liban à ce moment-là. Mais bon, avec le temps, avec justement, disons, les maladies qui se sont introduites là-dedans, de part et d'autre. Et je pense qu'il y a un élément très, très important, et dont souffre le Liban, et qui est le fait de tout Libanais. C'est le rapport au bien commun. C'est un problème des chrétiens avant que ce soit un problème des musulmans. Et un des patriarches maronites en 1931, celui qui a été à la fondation du Liban, à la création du Grand Liban, Monseigneur Elias Hawayik, dans un texte qui a été envoyé en 1931 à la communauté et aux Libanais en général, parlait de la nécessité d'une éducation, juste éducation, à un juste rapport au bien commun, que ce soit un bien pour tout le monde, c'est un bien commun. Or, les Libanais, malheureusement, et ça, il y a eu des fluctuations dans la vie, mais disons depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, pendant 30 ans, je peux vous assurer, le bien commun au Liban n'existe pas, n'existe plus. Si je veux payer monsieur l'ambassadeur, si je veux payer mes impôts, je vais à la municipalité de Beyrouth, qu'est-ce qu'on me dit? Non, il ne faut pas payer aujourd'hui. Alors, ils attendent le dernier jour ou un jour après pour venir à l'université même pour faire un deal avec vous. Vous devez payer 150 000 € comme impôt. Alors, ce chiffre tombe, ça s'est passé, ça s'est bien passé, et avec moi, ça tombe jusqu'à 100 000, mais à condition qu'il y ait 25 000 à ces messieurs de la... Ça se passe comme ça. Malheureusement, malheureusement, il y a telle confession. Et là, tout le monde est impliqué là-dedans. Je ne sais pas, disons, si cette maladie, elle favorise le fédéralisme ou pas, je n'en sais rien. Je ne veux pas entrer dans cette affaire. C'est un peu compliqué comme situation. Je pense que le fédéralisme, il faut que... Le Liban Fédération, il faut que la région elle-même, toute la région accepte ce fait, parce qu'il y a des affaires comme l'affaire palestinienne, la cause palestinienne, le grand dilemme entre sunnites et chiites, tout ça. Je ne sais pas comment, disons, cette situation géopolitique régionale va favoriser la mise en place d'un fédéralisme comme, disons, aujourd'hui on le pense. Et puis, il faut que les chrétiens soient d'accord là-dessus. Voilà. C'est pas donné du tout. À un moment, le grand problème qui a eu lieu, c'est, pour ne pas utiliser un autre terme, c'est entre chrétiens. Oui. Voilà. Donc c'était une très bonne question parce qu'elle montre bien finalement ce problème du confessionnalisme. En fait, elle est à la racine du confessionnalisme dont on parlait tout à l'heure. Il y avait 2 autres questions, peut-être vous pouvez les dire tous les deux en même temps, enfin l'un après l'autre, quoi. Mais... Bonjour.
Je pense que la compréhension de la situation libanaise ne peut se faire sans comprendre le régime politique actuel, le régime des 3 présidences, qui politise la diversité religieuse, un régime qui ne cesse de présenter ses insuffisances. Je pense qu'il serait plus judicieux de raisonner en termes de peuple, dont le critère d'appartenance au Liban est le critère de citoyenneté, et non un critère confessionnel raisonnant en termes de minorité. Vous êtes d'origine libanaise, là? Non. Aussi, je pense qu'il faut comprendre la situation libanaise dans un contexte géopolitique marqué par l'affrontement de 2 grandes puissances régionales, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cet affrontement crée un clivage interne, un clivage au sein de la scène politique libanaise. Je peux citer ici en l'occurrence le mouvement du 14 mars et celui du 8 mars. Ce contexte est marqué aussi par l'état de guerre continu entre le Liban et l'État d'Israël. Le Liban subit aussi des problèmes économiques, le déficit budgétaire, l'inflation, le déficit de la balance commerciale, de la balance des paiements. Est-ce que vous avez une question ou c'est plutôt un ajout à... Est-ce que c'est un complément aux interventions de nos experts? Qu'il faut comprendre, pour résoudre la crise libanaise, on ne peut pas la résoudre sans intégrer le Liban dans sa profondeur stratégique. Quoi qu'on dise, le Liban reste un pays arabe qui fait partie de la Ligue arabe. Donc je pense qu'il est important de tendre vers une recoopération avec la Syrie. On a vu dernièrement la coopération entre le Liban et la Syrie pour importer le pétrole de l'Iran, pour importer le pétrole ou le gaz égyptien passant par la Jordanie et la Syrie. Et je veux juste insister sur l'importance d'inclure toutes les composantes libanaises dans la gestion de la sphère publique libanaise, notamment Hezbollah qui reste une grande puissance libanaise. Merci. Merci beaucoup. Merci de prendre ma question également. Sur un volet un peu plus économique, j'aimerais savoir quelles actions concrètes menées au niveau économique et structurel pour faire sortir le Liban de sa banqueroute. Comment, par exemple, reconstituer le stock de réserves étrangères pour améliorer la confiance des investisseurs? Et au-delà de cette question économique, est-ce que, au-delà du système politique triconfessionnel en vigueur, de quelle manière on pourrait remettre du liant dans une société où les fossés tribaux s'imposent et où l'idée même de religion est instrumentalisée avec en creux un jeu, un échiquier de puissance et d'ingérence étrangère? Merci. Très bien le mot là, instrumentalisation. C'est tout à fait le cas. Peut-être que Farouk... Sans être un expert des questions économiques, je crois que vous avez raison de rappeler qu'il y a une vraie instrumentalisation et que les Libanais ne sont pas dupes. Je voudrais, juste avant, réagir, parce que vous n'aviez pas de questions, mais vous aviez un liminaire qui est intéressant, qu'il faut entendre, à savoir que c'est l'exportation d'un conflit qui oppose 2 grandes puissances, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'abord, j'étais d'accord avec vous jusque-là, et puis ensuite, quand vous avez... évoquer l'autre partie, un peu moins forcément. C'est exactement ce qui s'est produit au début de la guerre en Syrie, puisque en 2011, c'est une manifestation pacifique, presque un peu réprimée dans le sang, à Deraa. Et puis interviennent les grandes puissances de la région et de la sous-région, et on a vu les désastres que ça a fait. Donc je crois qu'il faut rester prudent quand même sur cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Père, peut-être... Alors, Père, je ne sais pas si vous voulez prendre la question économique. Économique. Là, alors, on s'était bien dit entre nous que la crise a vraiment une dimension économique très importante, mais il n'y a pas d'économistes entre nous. Peut-être que simplement sur comment restaurer la confiance. Mais il est sûr qu'il y a quand même, disons, 2 étapes très importantes, parce que le Liban a déclaré sa banqueroute, sa faillite, officiellement. Donc il y a 2 niveaux. Le premier, c'est, disons, des pourparlers avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, pour faciliter des crédits pour le Liban, à condition, et c'est ça, disons, la deuxième couche, qu'il y ait des réformes
de l'administration libanaise qui est pléthorique. Aujourd'hui, il y a peut-être, disons, 360 000 employés de l'État. Donc, et les bons experts parlent de tout au plus de 200 000, quelque chose comme ça, qui peuvent faire l'affaire. Donc, il y a 150 000, 170 000 de plus là-dedans. Donc, et puis toujours, disons, des gens il y a l'absentéisme dans l'administration, c'est une maladie connue, très connue. Il y a un laisser-aller, il y a aussi les pots de vin. Ça ne marche pas, quoi. Donc, il faudra, disons, voilà. Et puis, il y a une réforme qui toucherait quand même, disons, la gestion de l'électricité du Liban, et afin qu'il y ait réellement, disons, une compagnie d'électricité qui vend comme il faut l'électricité, tandis qu'aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et en fait, les producteurs d'électricité, ce sont les citoyens eux-mêmes aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui a précédé pour parler d'une éducation à la citoyenneté. Et nous, à l'université, nous sommes en phase maintenant de créer une académie de formation d'éducation et de formation à la citoyenneté. Et on va prendre annuellement une cinquantaine de jeunes qui voudraient vraiment se lancer et se former comme cadres, qui font le plaidoyer de la citoyenneté. Ça peut être complémentaire d'autres choses, mais je pense que ça peut quand même, disons, nourrir le système politique et lui donner, disons, un autre visage aussi. Et vous avez des volontaires pour ça? Ah oui, bien sûr qu'il y a des volontaires, et on ne fait que ça. Notre université, elle est célèbre sur ça. Avec l'EUB, on a, disons, depuis maintenant 5 ans, 6 ans, même plus, disons, depuis 8 ans, un programme annuel de formation à la citoyenneté, où on se retrouve ensemble, les étudiants, pour... Écoutez, il y a eu une révolution, la contestation, je ne sais pas comment on l'appelle, du 17 octobre. Donc c'est des semaines entières ou même des mois de manifestations qui ont eu lieu, 2 mois notamment de manifestations à Beyrouth, et 2 mois de en octobre 2019. de gel des études, messieurs les lycéens, messieurs les étudiants. Donc, et on a fait exprès de laisser quand même les étudiants s'exprimer. Ne pensez pas que, disons, une contestation comme ça, qui réclame la citoyenneté, qui dépasse les clivages et les conflits confessionnels, etc., ça vient comme ça. C'est qu'il y a eu dans nos universités tout un travail d'éducation à la citoyenneté. Pendant des années et des années, on ne faisait que ça. Et suite à cela, il y a eu un changement au niveau des résultats des élections des amicales où les laïcs parce qu'il faut comprendre que dans les universités libanaises, il y a des élections. Enfin, la vie de l'université est rythmée, est animée par des associations, et normalement, et surtout ces associations chez nous, à l'UE Saint-Joseph, si on fait pas d'élection, on est banni par la presse qui va nous regarder d'une façon Donc, on organise des élections, et la dernière fois, ce fut quand même, disons, la réussite des gens acquis à la citoyenneté, acquis donc à pour la première fois, une certaine forme de laïcité qui n'est pas contre les religions, qui intègre les religions. Pour la première fois, c'est une liste d'étudiants qui n'est pas liée à un parti politique et donc à une confession, qui a remporté les élections, un peu comme le bureau des élèves, en fait. Et là, pour la première fois, ce sont des indépendants qui ont remporté les élections. Ce qui est quand même le signe qu'effectivement, dans une partie de la jeunesse au moins, il y a un rapport différent avec ces partis. Il faut continuer à les appuyer, tout à fait. On va prendre d'autres questions. Peut-être une question à Antoine. Anne-Bénédicte, est-ce que je peux réagir? Ah pardon, zut. Oui, en fait, on t'a vu t'agiter sur ton siège, Antoine, et on t'a pas passé la parole. Alors, on prend juste la question du jeune homme qui s'est levé, et puis oui, je te passe la parole après, pardon. Juste une question qui concerne l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth. Elle en est où, la reconstruction aujourd'hui? Très bonne question aussi. Alors, peut-être que on va écouter Antoine. Peut-être que Antoine voulait réagir, je crois, au premier jeune homme qui s'est exprimé. Oui, son intervention et pas sa question. Et puis ensuite, on parlera peut-être de la reconstruction de tous les quartiers qui sont autour du port. Tout à fait. Je voudrais juste réagir parce que les discours que j'ai écoutés sont des discours que je connais bien, d'autant plus que ce sont des discours auxquels j'ai adhéré pendant de longues années, bien convaincu de l'insertion du Liban dans sa région et de son engagement pour les grandes causes arabes
et surtout l'appartenance des Libanais au Liban et l'idéal citoyen et l'idéal laïque auquel je crois toujours. Mais je crois que tout cela, ce sont des discours idéologiques qui viennent d'un passé qui n'existe plus aujourd'hui. Les discours de cette unité d'un peuple, il n'y a jamais eu de peuple libanais. Il y a eu bien sûr une tentative très sérieuse avec des 30 glorieuses qui vont des années 40 aux années 70, avec des mouvements citoyens, avec des gens de tous bords et de toutes confessions qui ont la volonté de construire un pays commun. Il y a eu cette volonté de s'engager pour toutes les causes justes du Moyen-Orient et du monde arabe. Mais néanmoins, lorsque nous nous mettons sur la réalité du terrain est une réalité confessionnelle. Et si on ne commence pas à comprendre la chose à partir de cette réalité, quel que soit le positionnement que nous avons vis-à-vis du confessionnalisme ou du régime confessionnel, nous faisons erreur. La France avait fait cette erreur lorsqu'elle avait envoyé il y a moins d'un siècle un haut commissaire anticlérical qui a voulu bouder le patriarche et bouder l'imam. Ça s'est très mal fini avec lui. On a frôlé la guerre et il a été renvoyé en France. Donc la réalité confessionnelle est une réalité. Il faut conjuguer les efforts avec elle. On ne peut pas faire fi de cette réalité parce que ce n'est pas seulement une réalité religieuse, c'est une réalité anthropologique, culturelle, historique. C'est tout cela. L'idéal serait que cette réalité confessionnelle participe à la richesse pour créer cette laïcité à la libanaise à laquelle on aspire, on est nombreux à aspirer. Mais le terrain nous en dit autrement. Quant à l'insertion dans le monde arabe, je ne sais pas ce que cela veut dire encore aujourd'hui, les causes arabes et les causes moyen-orientales. C'est du nihilisme, comme le dirait Nietzsche. Au passage, peut-être avant de prendre la question sur le port, Antoine, et puisque tu parles de cette expérience passée qui n'était pas une réussite entre la France et le Liban, comment est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui la France se positionne sur cette question confessionnelle ? On a vu que le président Macron essayait de participer à la solution au Liban. Est-ce que, comment la France prend en considération le confessionnalisme et dans quel sens elle pousse ou voilà comment elle le comprend et vers quoi elle va, quoi. Oui, alors, non, je ne dis pas que c'était un problème entre le Liban et la France. Non, bien sûr, tu donnais un exemple dans le passé, oui. Très ponctuel, mais j'en pourrais donner à n'en plus finir des exemples comme cela. Mais la réalité confessionnelle, on ne peut pas passer outre cette réalité parce qu'elle est ancrée, on l'a bien vu. En octobre, à la fin de 2019, lorsque les gens sont descendus, on a voulu dépasser le clivage confessionnel. Et cela a été impossible. Alors, que fait la France aujourd'hui ? J'aimerais bien te dire joker, parce que je sais que dans la diplomatie française et dans la politique française, il y a les réflexions les plus nobles pour aider le Liban. Je sais que la France est pleinement engagée, enfin dans la mesure de ce qu'elle peut faire et de la marge de manœuvre qu'elle a pour aider le Liban. On a vu cela à travers l'action pour les écoles, pour les universités, pour l'éducation et pour nombre d'autres activités. La France a été généreuse, déjà à travers l'œuvre d'Orient en collaboration avec les pouvoirs publics qui a permis le financement de nombre d'écoles chrétiennes au Liban et même des universités. La France fait beaucoup sur ce plan. La France tient compte de la réalité confessionnelle et on peut le constater à travers les actions politiques du président Macron et de la diplomatie française pour trouver des solutions. Mais est-ce que la solution actuelle à laquelle la France participe est une solution satisfaisante, qui est à la hauteur de nos attentes? Vous parliez de l'explosion de Beyrouth. Et aujourd'hui, l'enquête sur cette explosion est un fiasco colossal. Il y a une volonté délibérée et explicite d'éteindre la chose, de faire oublier ce qu'il se passe. Je ne crois pas que la constitution du gouvernement actuel, et elle était une nécessité, et j'espère de tout cœur que ce gouvernement pourra alléger les souffrances des gens. Mais je ne crois pas que cela répond aux aspirations, non seulement des chrétiens, mais d'un grand nombre de Libanais qui souhaitent trouver une solution. Donc voilà ce que je puis dire. Et si ma réponse n'est pas claire, c'est parce que la situation et ce qui est en train d'être fait n'est pas clair et certainement bien en deçà des aspirations à la justice, à la liberté, à l'équité à laquelle aspirent les chrétiens et tous les Libanais, quel que soit leur bord. Ok.
Merci beaucoup Antoine. Père Selim, est-ce que vous nous diriez donc où en est la reconstruction? Qu'est-ce que vous pouvez voir voilà, quand vous vous promenez dans les rues des quartiers qui entourent le port? Oui. Et, Bon, et puis, est-ce que vous pouvez lui-même... expliquer, effectivement, sur cette question de la justice et de l'enquête, le dernier épisode en date avec cette histoire du juge qui est empêché d'enquêter, est-ce que vous pensez, vous, qu'un jour, on saura la raison de cette explosion dans le port de Beyrouth? C'est dès le point de départ, pour commencer, disons, par cela, il y avait, disons, une requête à ce que, disons, justement, la justice soit une justice et l'enquête soit internationale. On n'a pas été satisfait. Il y a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. Et on était sûr qu'on allait, disons, arriver à ce stade-là où l'enquête, disons, locale n'allait pas aboutir pour des raisons X, pour cacher la vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et on fait tout, disons, à l'intérieur de la loi et en dehors de la loi, on est en train, disons, de pousser des politiciens, rien que le chef du Hezbollah, a manifesté son mécontentement à deux reprises en ce qui concerne le travail du juge, et en disant que pour lui, c'était clair, c'est une affaire de négligence administrative qui a abouti à ça. Il ne faut pas aller au-delà et payer les gens, que les assureurs paient les effets destructeurs, disons, de l'explosion. C'était ça, disons ça, malheureusement. On arrivera, à mon avis, on arrivera à très peu de choses, disons, au niveau local, c'est ça. Alors, pour la reconstruction, le port lui-même n'a pas été touché, c'est-à-dire n'a pas été touché, n'a pas été reconstruit, rien n'est fait. La partie, disons, détruite, elle est vraiment, disons, y compris, disons, les silos de blé. C'est malheureux. On espère que le nouveau gouvernement va pouvoir, disons, engager quelque chose dans ce sens-là. Alors, pour Achrafiyeh, pour la... Donc les quartiers qui sont autour. Voilà, il y a à peu près, disons, la moitié des habitants, les 400 000 habitants qui avaient quitté les lieux sont rentrés chez eux, c'est-à-dire que leurs maisons ont été refaites, rénovées, restaurées, etc. Donc là, il y a du travail qui a été fait, surtout, disons, ce sont les ONG, les organisations non gouvernementales qui ont travaillé, que ce soit, disons, des ONG locales ou bien internationales, qui continuent, disons, à faire le poids pour qu'il y ait quand même, disons, cette reconstruction du Beyrouth. Je donne l'exemple de notre université. L'université en tant que telle, nous avons 5 campus dans Beyrouth. Les 5 ont été atteints. Alors, l'espace de 2 mois, on a dû quand même, disons, faire les réparations et même, disons, reconstruire certains pans, certaines choses, parce qu'il fallait quand même, disons, accueillir en 2020 déjà, disons, les étudiants. Malheureusement, la pandémie nous a empêchés, donc on a continué les travaux jusqu'à Noël, pratiquement, pour terminer ce qui est de l'ordre de l'hôpital, parce que l'hôpital a été touché aussi, et merci la France, parce qu'elle nous a aidés à rebâtir l'hôpital, l'Hôtel-Dieu de France. Voilà. En ce qui concerne... alors nous, on a une bibliothèque, d'ailleurs j'ai montré des photos, des vidéos tout à l'heure à mes collègues. En fait, la bibliothèque orientale, qui est une bibliothèque patrimoniale, qui est très célèbre parmi les orientalistes, qui a ses 300 000 ouvrages, il y a 5 000 manuscrits, 6 000 manuscrits syriaques, coptes, etc. Il y a une cartographie célèbre là-dedans. Donc une photothèque aussi, des photos du 19e siècle, une photothèque célèbre. Donc cette bibliothèque a été durement touchée et on est en train, je pense maintenant, d'y travailler afin de réparer ce qui est réparable grâce à des aides de l'UNESCO et de l'Œuvre d'Orient ici en France et de la Qatar Foundation. Donc on a dû, de certaines autres associations. Et il y avait aussi des grosses inquiétudes concernant le patrimoine, puisque c'était des quartiers dans lesquels existaient de très belles et anciennes maisons. Les belles villas de Beyrouth du 19e siècle, au début du 20e siècle. Alors là, il y a surtout, disons, les Italiens, il y a des ONG aussi françaises qui travaillent. Et je pense que là aussi, on est au-delà de 65%, 70% des travaux de réfection. Donc, Beyrouth est sauvée.
Elle est sauvée de point de vue bâtiment, mais aussi son âme est là, elle est toujours là, et son peuple est toujours là, les gens rentrent, et il fallait voir l'élan de solidarité des gens, surtout qui avaient manifesté en octobre 2019, ils sont revenus pour sauver Beyrouth, et ils ont réussi à la sauver. Et est-ce que, toujours dans cette reconstruction, est-ce que le côté multiconfessionnel justement de ces quartiers va aussi être préservé? C'était une autre inquiétude. Est-ce que les vieilles maisons de Beyrouth typiques, les villas patriciennes, est-ce qu'elles vont rester? Est-ce que ça va être des quartiers justement mixtes dans lesquels il y a des chrétiens, des musulmans, etc. de l'administrateur de Beyrouth pour interdire les ventes justement des biens chrétiens, disons-le, surtout dans la partie chrétienne, parce que c'est la partie chrétienne qui a été très touchée. Donc il y a eu un arrêté, et puis là, il n'y a pas eu de vente, à ce que je sache, des biens chrétiens. Mais par contre, c'est en train d'être, comme j'ai dit, refait et reconstruit. Voilà. Merci beaucoup, Père, pour ce Alors, point d'étape important. J'ai commis ma deuxième thèse de doctorat avec le titre suivant: Pluralisme, vivre ensemble et citoyenneté au Liban. Le salut vient de l'école. C'est une question de l'établissement scolaire. Et c'est une étude comparative des finalités, des objectifs et des valeurs transcommunautaires des écoles libanaises chrétiennes, musulmanes et laïques aussi, parce qu'il y a le lycée laïque chez nous, il y a eu tout. Et j'ai découvert qu'il y avait pas mal, peut-être, disons, plus que 60 à 65% des valeurs culturelles et spirituelles et religieuses et sociales et même intellectuelles qui sont les mêmes partout. C'est pourquoi moi je crois, à partir d'une étude du terrain, que le Liban, en tant que peuple, oui, en tant que lieu qui est le lieu d'une citoyenneté commune, est viable. Voilà mon avis. Merci beaucoup de nous partager vos convictions. On voit qu'effectivement, il y a des options finalement forcément très. Et puis on a eu une période de 30 ans, 40 ans, 50 ans aussi, où le Liban a pu vivre. Qui laisse des traces chez les Libanais. Moi je dirais que cette partie de notre histoire, c'est un accident, ce n'est pas la réalité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Oui, là devant. Ah, et là, pardon. Bonjour. En lien avec l'éducation, avec l'enlisement de la crise, est-ce que le Liban est en capacité de limiter la fuite des cerveaux? Très très belle question qui va s'adresser au Père Selim. Est-ce que vous voulez commencer à y répondre? Oui, peut-être. Et puis, mademoiselle, vous pouvez aller là. Effectivement, c'est une énorme préoccupation pour tous les Libanais, cette émigration notamment des plus diplômés, parce que c'est difficile d'avoir... Alors, soit il y a des Libanais qui ont 2 passeports et qui donc peuvent émigrer facilement, et sinon, il faut avoir un visa, et évidemment, vous vous doutez que pour avoir un visa aujourd'hui dans un pays étranger, c'est difficile. Donc, c'est souvent les plus diplômés qui s'en vont. Est-ce que, Père, vous voyez un moyen de freiner cette immigration et cette fuite des cerveaux? Je pense qu'on a réussi partiellement, un peu. Il y a des domaines où c'est très difficile parce qu'il faut investir de l'argent. Justement pour les médecins, par exemple, et pour les aides-soignants, pour les infirmières qui sont en train de quitter en nombre. Là, c'est assez difficile d'arrêter le départ parce qu'ils sont attirés par le gain et aussi par une situation calme, autre que le Liban, malheureusement. Là, c'est difficile, c'est très difficile de pouvoir vraiment... Alors, on est en train d'agencer, par exemple, pour les médecins à l'Hôtel de France, on a pu quand même, disons, trouver, disons, des manières, des solutions un peu à l'amiable, c'est-à-dire, on a permis à nos médecins d'aller à Dubaï pendant une semaine, par exemple, 10 jours, pour faire de la médecine là-bas et rentrer au Liban. Pas pour des vacances, mais pour se former? Pour travailler, pas pour se former, pour former les autres plutôt. Oui. En France, la même chose. Il y a certains qui sont en train de venir ici parce qu'ils sont binationaux, ils ont la possibilité de faire de la médecine ici. Ils viennent à Lyon, et même à Paris. Donc, il y a cette possibilité. Pour les aides-soignants et pour les infirmières, c'est pas possible. Ils sont partis en Belgique et en masse. Il y a 3000 à peu près qui ont quitté le Liban déjà depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Et même, disons, pour les universités qui sont américaines, qui ont
American teaching au Liban, comme l'American University of Beirut, comme la Lebanese American University, c'est très difficile pour eux de pouvoir garder leurs gens, même s'ils ont, disons, emmené de l'argent de leur endowment du dehors du Liban, ils sont en train de payer, etc. Mais les gens sont en train de quitter parce que ce sont des Américains ou bien ce sont des binationaux américains et libanais. Donc c'est plus facile pour eux de rentrer chez eux aux États-Unis et de trouver de bonnes situations. Donc là, c'est un gros problème pour ces universités. Pour nous, les cadrés sont là, comme j'ai dit, et puis il y a les non-cadrés qui ont quitté ça en masse. C'est un peu aussi, je voudrais réagir, c'est très difficile d'éviter la fuite des cerveaux quand on sait que, par exemple, entre octobre 2019 et juin de cette année, le coût de la vie, le coût de la nourriture au Liban a augmenté de 400%. Donc les gens n'y arrivent plus. Que vous soyez de familles plutôt pauvres ou de familles très aisées, à un moment, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Donc c'est devenu très difficile. Et quand on sait aussi que, par exemple, le prix des loyers, et ça concerne tous les quartiers de la capitale, a augmenté au minimum de 20% depuis un an. La situation s'aggrave et donc voilà, il faut comprendre aussi que l'exode paraît quasi, je dis bien quasi inévitable. Selon des études qui ont été faites sur place, des enquêtes, à peu près 60% des familles libanaises n'ont pas mangé de la viande depuis maintenant 6 mois, parce qu'ils n'ont plus les moyens pour acheter. Et les grandes surfaces ont perdu facilement 80% de leur chiffre d'affaires. C'est pour dire combien vraiment, disons, la situation, la crise, l'effondrement pèse maintenant sur les familles libanaises. C'est pourquoi, bon, on essaie quand même d'aider à la tête d'université chez nous, parce qu'on a une ONG qui nous aide afin de donner des fonds de l'extérieur. La même chose pour les médicaments. Ça, c'est très grave. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments maintenant qui ont disparu de la circulation. Donc il y a pas mal de gens, surtout disons pour les cancéreux, pour les gens qui ont des problèmes réels de survie, ils ne trouvent plus les médicaments. Donc là maintenant, Air France et la Middle East, les deux compagnies aériennes qui desservent Paris, ont permis, et ainsi le Emirates de Dubaï, ont permis aux Libanais d'avoir un troisième bagage pour avoir des médicaments, pour transporter des médicaments. Et c'est ce que j'ai fait faire le dimanche en quittant Paris vers Beyrouth. Je vais apporter avec moi une valise de médicaments. Et je peux juste ajouter, mais ce que j'ai entendu, mais peut-être que vous avez aussi des échos de ce type-là, parmi les Libanais qui viennent s'installer en France, on peut aussi être attentif à eux parce qu'ils ils ne partent pas forcément avec des gros moyens. Et la période d'installation, enfin la période pendant laquelle ils doivent refaire leur vie en France est parfois délicate. J'ai eu des témoignages autour de moi. Donc ça peut être aussi un sujet d'attention pour chacun de nous. Il y avait, je crois, une autre question devant. J'avais 2 questions. La première s'adresse surtout à Farouk Atig. Vous avez utilisé le mot de Hezbollah et j'aimerais savoir ce que ça voulait dire. Et la deuxième question, c'est plus globale, c'est est-ce que le Liban pourrait retrouver une certaine laïcité ? Très belle question. La laïcité, elle est, vous voyez. Je vais quand même donner mon avis sur la laïcité rapidement, mais vous dire quand même qu'elle existe depuis toujours, la laïcité au Liban, contrairement à d'autres pays arabes qui ont bien essayé d'imposer une forme de laïcité, mais c'est un constat d'échec face simplement parce que ils sont signataires de la Ligue arabe ou parce que ce sont des pays qui se considèrent ou qui dans leur constitution se déclarent comme musulmans ou de démocratie mais musulmane, que c'est très compliqué. Et votre première question, c'était le Hezbollah. Qu'est-ce que c'est, de vous dire, sur le plan littéraire ou linguistique ou sur...
Alors, il est lié à l'Iran d'abord, enfin, mais voilà, puisque on parlait tout à l'heure du poids des superpuissances. Voilà, c'est un courant religieux aussi qui est né de désaffection au sein même de la communauté chiite, qui est une partie de la communauté musulmane, et qui c'est le bras armé en quelque sorte de l'islam politique chiite. Voilà, je pourrais en dire plus, mais là on perdrait dans des considérations qui sont politiques ou géopolitiques et qui n'intéressent à mon avis pas grand monde. On peut dire c'est qu'il y a deux partis principaux pour les chiites au Liban et le Hezbollah est l'un des deux. Et je suis la seule non arabophone de la table, mais je peux dire que Hezbollah, c'est le parti de Dieu en arabe. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur ? Oui, bien sûr, oui. Je passe la parole. C'est très bien avec le micro. Quelques instants, l'ambassadeur du Liban qui voulait ajouter quelque chose. Peut-être c'est sur la laïcité ? Merci. Merci. Je voudrais ajouter plusieurs choses, non pas sur la laïcité uniquement, mais sur tout ce que j'ai entendu. D'abord, je voudrais remercier les deux recteurs et les deux laïcs d'avoir animé et d'avoir enrichi au fait, les débats, d'avoir éclairé, d'avoir suscité les questions qui sont assez vraies, les questions qu'on a entendues. Je voudrais commencer par vous dire ce que fait l'ambassade, parce qu'on a beaucoup parlé des Libanais qui arrivaient ici, et je voudrais rassurer ceux qui arrivent sur le fait que l'ambassade n'est pas à l'image de ce pays qu'on a décrit, qu'on a bien décrit, mais qui va mal. L'ambassade n'est pas un nœud de sectaire, n'est pas un endroit exclusif. L'ambassade est un lieu de citoyenneté. L'ambassade a des services ouverts à tous les Libanais, et ils ont été nombreux à venir ici depuis 2 ans. Vous avez évoqué des chiffres, recteur, sur les départs du Liban. Nous avons 100% d'augmentation entre 2020 et 2021. Entre la rentrée septembre 2020 et septembre 2021, nous avons 100% d'augmentation. Et nous avons 78% d'augmentation entre la rentrée 2019 et celle de 2020. Donc sur les 2 dernières années, nous sommes passés de 3000 étudiants accueillis par an en France à plus de 5500 étudiants accueillis en France. Cette année, il y a eu 7000 demandes de visa, 5500 sont venus ici. Est-ce que c'est une fuite de cerveau? Est-ce que c'est la première fois que le Liban vit cela? Oui, c'est une fuite de cerveau, mais ce n'est pas la première fois que le Liban vit cela. Comment est-ce qu'on peut éviter cela? On ne peut pas éviter à des gens qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger de venir à l'étranger. Les cieux sont beaucoup plus cléments, ici en France qu'ailleurs. Il faut savoir que la France, pour tous ceux qui sont français dans la salle, est le premier pays de destination des étudiants libanais. La France accueille à elle seule le quart des étudiants libanais à l'étranger. Et le deuxième pays après la France, c'est les États-Unis. Et les États-Unis accueillent 4 fois moins d'étudiants qu'en France. Donc la France est une destination pour tous les étudiants libanais. Cette amitié, cette proximité a largement augmenté depuis 2 ans. Elle a augmenté pour des étudiants universitaires. L'ambassade a engagé des avocats, donc de façon bénévole, à créer un service de conseil juridique pour aider à la régularisation ou à permettre à ces gens-là de résider en toute régularité en France. Nous avons créé un service étudiant et nous suivons les étudiants un à un. Nous avons créé un fonds qui nous permet de subventionner un peu ces étudiants au moment de leur arrivée. Nous les accompagnons et nous avons créé un partenariat avec Campus France. Nous sommes le seul pays à avoir créé un partenariat en France avec Campus France pour mieux accueillir notamment les primo-arrivants et les accompagner pendant leur séjour. Alors comment éviter la fuite de cerveau? Je vous ai dit, quand quelqu'un voulait partir, on ne peut pas l'arrêter, mais quand quelqu'un a déjà entamé son éducation, sa formation au Liban, ce que nous essayons de faire ici, c'est de nous mettre d'accord, donc de faire en sorte que l'Université Saint-Joseph, que d'autres universités publiques et privées se mettent d'accord avec des universités, des institutions, des établissements partenaires en France, pour que les étudiants viennent du Liban, passer 1 année de formation ici, éventuellement 1 année en alternance, donc qu'ils gagnent une formation académique et une formation professionnelle, pour qu'ils puissent repartir dans un 3e temps au Liban, et à ce moment-là obtenir leur diplôme du Liban. C'est un engagement de leur part pour rentrer au Liban, et ici c'est plutôt comme un Erasmus qu'un départ définitif. C'est un Erasmus++. Nous favorisons énormément les doubles diplômes, et surtout, nous restons à leur côté. Alors comment rester à leur côté dans un pays qui manque de tout, qui manque de moyens? Eh bien nous restons à leur côté parce que nous savons qu'il y a des éléments qui peuvent les motiver, qui peuvent faire sens à leurs yeux. Les jeunes au Liban sont portés par les mêmes questionnements que les jeunes en France. C'est
c'est la même envie d'un meilleur environnement, le même combat pour l'écologie. Sauf que quand en France on se bat pour moins d'émissions carbone, au Liban on se bat pour que les poubelles ne finissent pas dans la Méditerranée. Quand en France on se bat pour des conditions sociales et environnementales dans les entreprises, au Liban on se bat pour le respect des individus, le respect des différences. Ce sont des mêmes combats mais qui s'expriment, qui se déclinent différemment entre la France et le Liban. Et éviter l'effondrement au Liban, c'est accompagner ces combats, qui sont des combats transnationaux, auprès de la jeunesse libanaise, mais aussi accompagner des secteurs qui ne se sont pas encore effondrés. Vous avez raison, messieurs les recteurs, mesdames, madame, monsieur, de dire que le Liban est en ruine. Effectivement, il est. L'ambassadeur que je suis ne serait pas crédible, ne serait pas ambassadeur si jamais il vous disait le contraire. Le Liban est en ruine, mais le Liban n'a pas encore totalement failli. Quand les pays faillissent totalement, on ne sait pas comment les réparer. Nous avons l'expérience en Orient, nous avons vécu l'expérience en Libye, nous avons vécu l'expérience en Irak, nous avons l'expérience partout sur Terre. Pensez à Haïti. Quand les régimes disparaissent, quand les systèmes d'État s'effondrent, imposer un nouveau système s'avère être une gageure. On ne sait pas le faire. La communauté internationale ne sait pas le faire. Et de fait, le Liban n'en est pas là. Et pour éviter l'effondrement du Liban, il nous reste encore des piliers du système qui ne se sont pas effondrés et qu'il nous faut absolument renforcer aujourd'hui. On a beaucoup parlé, monsieur le recteur, d'éducation, d'université. Là, c'est un secteur à sauver. Vous avez, mesdames et messieurs, vous en France, dans votre réseau de lycées français à l'étranger, 370 000 étudiants. Entre Vancouver et Auckland, vous avez 370 000 élèves qui vont dans les lycées français à l'étranger. Nous avons au Liban, dans les écoles francophones, pour un petit pays de 5 millions d'habitants, 270 000 élèves francophones. C'est là votre vivier. C'est à peu près l'équivalent de votre vivier international. Vous allez le trouver dans un seul pays, où ces étudiants ne vont pas dans les lycées français. Ces étudiants vont dans des établissements laïques ou sectaires, donc confessionnels, religieux, mais ils apprennent le français. Et les écoles religieuses où l'on apprend le français, ce n'est pas une réponse à la proposition de fédéralisme, mais ce sont souvent des établissements religieux chrétiens, où la majorité des élèves sont des élèves musulmans. Et c'est l'attachement de ces parents, des parents de ces élèves musulmans, à la pérennité de ces établissements chrétiens, qui donne envie, qui donne la volonté aux directeurs de ces établissements, qu'ils soient laïcs ou religieux, de poursuivre leur mission éducative. Oui, merci beaucoup. Parce que je voulais laisser le dernier mot à Antoine à distance. Et sur cette question de la laïcité, je trouvais que la question de la jeune fille est très intéressante. Donc je voulais lui demander comment est-ce qu'il entend ce mot de laïcité pour le Liban. Et puis la question de la jeune fille, c'était est-ce que le Liban peut redevenir laïque? Est-ce qu'il l'est plus? Enfin voilà. Mais donc vous avez parlé du rôle des écoles. Vous voulez dire peut-être un dernier mot? Et puis on passe la parole à Antoine Fleffel. En m'excusant auprès de Dr Fleffel, un dernier mot, le Liban doit s'engager sur un modèle de développement. Nous avons parlé des crises économiques, des conséquences, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a 3 facteurs qui sont essentiels pour le développement d'un pays. Il y a la géographie, il y a la culture et il y a les institutions. Sur la géographie, nous sommes bien bénis, notre géographie est bien généreuse, nous avons des ressources qui ne sont pas encore exploitées et elles sont avérées. Sur la culture, nous avons une éducation, une culture, une ouverture, une tolérance qui sont notre marque de fabrique. On en a bien parlé, effectivement. Nous manquons en termes de jeu collectif. Nous ne savons pas jouer collectivement, ça se décline en termes de division confessionnelle ou en termes d'individualisme, comme vous l'avez dit, d'égoïsme et d'égocentrisme. Monsieur le recteur, et vous avez bien raison, nous devons faire des efforts là-dessus. Et enfin, nous devons absolument rebâtir nos institutions. Et ces institutions, elles peuvent être laïques, elles peuvent être citoyennes, c'est vers cela qu'elles doivent tendre, mais nous restons réalistes au Liban. Penser un Liban laïque, totalement détaché des religions, n'est pas une action réaliste aujourd'hui. En revanche, s'engager dès à présent pour que le Liban demeure cette république, cette démocratie qui tende vers la citoyenneté, qui tende vers l'égalité entre toutes et tous, parce qu'il y a un rôle de la femme important. Vraiment, là, on va donner la parole à Antoine Fleffel. C'est vers cela qu'il faut faire, c'est en cela qu'il faut faire des efforts. Merci. Merci beaucoup. Antoine Fleffel, est-ce que vous pouvez dire, alors vraiment, mais en quelques mots, comment est-ce qu'il faut comprendre ce mot de laïcité dans le cadre du Liban? Est-ce qu'il a un sens et lequel? Ah, mais c'est ça le problème, c'est que le terme laïcité au Liban est un terme polysémique. Mon confrère de la table ronde a dit que le Liban est un pays laïque. Effectivement, selon un certain point de vue, on peut considérer qu'il a été laïque, et selon un point de vue contraire qui est aussi légitime que le premier, le Liban n'a rien d'un pays laïque. Le terme est polysémique. Mais il est certain que la laïcité, dans son idéal, où la cité serait un espace humain où pourraient s'exprimer toutes les différences,
est un idéal qu'on recherche, que nous sommes très nombreux à rechercher au Liban. D'ailleurs, le fédéralisme tel que beaucoup en parlent, et j'en ai rendu compte aujourd'hui, est un fédéralisme qui est de nature laïque. Mais puisque c'est mon dernier mot, permettez-moi de vous dire, pour terminer sur une note positive, moi je crois qu'aujourd'hui, le Liban est à recréer et nous sommes très nombreux à le croire. Et cela constitue un défi énorme, non seulement pour les Libanais, mais pour la communauté internationale. Car je ne crois pas que le Liban a, d'une manière interne, encore les moyens de se relever. L'intervention de la communauté internationale qui est intervenue au XIXe siècle, en 1860, qui est intervenue en 1920, qui est intervenue en 1989, a le devoir aujourd'hui d'intervenir pour aider le Liban à se relever. Et au lieu de se lamenter aujourd'hui pour ce que nous avons déjà perdu et ce qui est effondré, œuvrons tous ensemble pour créer un Liban nouveau, un Liban qui soit encore meilleur que le premier. Nous avons d'ailleurs l'expérience vécue pour essayer d'éviter toutes les choses qui ont constitué les impasses auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Rien ne l'empêche, il faut juste le vouloir et s'en donner les moyens. Pour cela, je crois que nous sommes nombreux à être prêts à le faire et j'espère que la diaspora, avec ceux qui sont sur place, avec la communauté internationale et avec tous les gens de bonne volonté, j'espère que tous ensemble, nous œuvrerons pour la création de ce Liban citoyen, multiple, beau, pluriel, où toutes les différences, plutôt que de créer la cacophonie actuelle et l'effondrement actuel, où toutes les différences pourront créer un bel arc-en-ciel où tout le monde peut se réjouir de vivre dans ce beau pays du monde. Et merci. Merci beaucoup Antoine Fleyfel pour vos mots de conclusion et pour ce rêve que vous dessinez et auquel j'imagine Père Selim Dakache là vous adhérez. Oui, bien sûr que j'adhère tout à fait à ce qui a été dit, que ce soit de la part de l'ambassadeur, de monsieur l'ambassadeur et de monsieur Antoine Fleyfel. Moi je dirais 2-3 choses rapidement. La première, c'est que la constitution libanaise interdit aux religieux, à tous les religieux, aux patriarches, aux prêtres, etc., d'intervenir dans les affaires de l'État. Ça, c'est clair. Ce qui est une forme de laïcité. Enfin, ah oui, un tout à début fait, ou une tout à partie, fait, tout à fait. C'est clair, et généralement c'est respecté, mais pas par tous. Quand on est chef de parti de Dieu, c'est autre chose. Et c'est notre problème d'aujourd'hui. En tout cas, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, le Liban vit un effondrement. Il nous faut nous aider vraiment à nous relever. En ce qui concerne, disons, l'arrêt de départ des cerveaux, ce qu'on fait en octroyant des bourses aux étudiants pour qu'ils puissent... C'est une manière concrète c'est une manière d'arrêter, disons, leur départ, leur migration du Liban. Lorsqu'on les aide pour avoir des médicaments, pour avoir, disons, de quoi manger, voilà, on les aide aussi à rester aujourd'hui et demain. L'affaire du Liban, c'est un combat. On ne peut pas dire autre chose. Nous combattons pour la citoyenneté, pour la démocratie, pour les différences aussi. N'oublions pas ça. Nous avons un institut à l'université qui s'occupe de différences. Ah oui, l'Institut islamo-chrétien, où les gens se préparent comme cadre, disons, pour porter, disons, ces différences, que ce soit musulmans. Et on tient à ce qu'il y ait, disons, des chrétiens et des musulmans. À l'Université Joseph, nous avons 40% des étudiants qui sont musulmans. Ça signifie quelque chose pour nous. Dans un système fédéral, on a peur, disons, de les perdre. Voilà. Non, mais c'est pour dire que nous continuons. C'est un combat que nous menons et je pense que nous allons arriver, justement, avec vraiment, disons, l'aide de cette France qui a des liens historiques avec le Liban forts, des liens culturels. On tient à ça. On est là pour ça. Ce soir. Voilà, merci beaucoup, Père, de continuer à vous battre sur place. Et puis, vous avez tous entendu l'appel vibrant qui nous était lancé. À aider, à soutenir, chacun en trouvant les moyens à notre portée pour participer à la solution. Merci infiniment à tous les trois et merci à vous pour vos questions absolument passionnantes. On m'avait dit que les questions étaient très bonnes, mais je confirme, elles sont vraiment excellentes. Merci beaucoup à tous.